Salut maman, j'ai un truc à te dire, tu vas être très fier de moi. J'ai fait une conférence gesticulée pour sauver l'hôpital public. Pourquoi sauver l'hôpital public ? Parce que, je sais pas moi, si par exemple tu fais un accident vasculaire cérébral, tu seras bien contente d'être soigné correctement, même si tu as une petite retraite. J'avais qu'à faire docteur, on n'en serait pas là. Et puis, ma mère, je l'ai déçue. Alors, c'était pas la première fois. J'étais un adolescent malingre, pas très intégré dans le lycée où j'étais, et on m'avait dit que le sport, c'était super important pour le développement physique et mental. J'étais dans un lycée d'avant-garde en Creuse. Il proposait des sports un peu différents. Et donc, sur la feuille de choix que je devais remplir, ma mère avait coché tennis, escrime. Tennis, parce que le fils du maire faisait tennis. Et escrime, parce que elle trouvait que c'était un sport très bien socialement. Mais moi, j'avais vu les All Blacks à la télé, et c'est ça que je voulais être comme mec. J'avais un atout pour jouer au rugby, je courais vite. Et donc je rêvais que je volais d'un côté à l'autre du terrain, que j'évitais les adversaires, que je marquais des essais. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Parce qu'en seconde B, il y avait un mastodonte qui jouait au rugby, et quand ce mec m'attrapait, je volais, mais pas vraiment comme je l'avais imaginé. À tel point que le professeur est venu me voir et il m'a dit, je pense que pour des raisons de sécurité, il vaut mieux arrêter. Alors je me suis retourné vers le truc que personne ne voulait. Cheval. Alors, cheval, pour moi, c'était quoi ? C'était un cavalier surgit lors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Je suis Zorro. Et je arrive à ma première leçon d'équitation. Ça le fait ? Oh la vache! C'est eux, hein? Il a bougé! Je vous jure qu'il a bougé. Arrêtez ça tout de suite. J'étais terrorisé. Alors, le moniteur n'a pas arrêté. Je ne suis pas tombé. Enfin, pas cette fois-là. Mais quelque chose en moi m'a dit que ma place était là, sur ce cheval. Je suis pas devenu docteur non plus. J'ai essayé, hein. Oui, parce que vous savez ce que c'est, hein. Les injonctions maternelles, c'est pas facile de s'en libérer. Et donc, j'ai fait une année de médecine. Alors, ma copine de l'époque m'a largué au tout début de l'année, et j'ai mis une année entière à en trouver une autre. Qui m'a largué 4 mois plus tard. Maman, arrête de m'interrompre. Mais pendant cette année de médecine, il s'est passé comme sur le cheval quelque chose. Quelque chose m'a dit que ma place était là. Et que moi, je voulais soigner les gens. Et me voilà, infirmier. Alors en réanimation au début, hein, là où on sauve les vies, le cavalier qui surgit lors de la nuit. Et puis, infirmier à domicile après. Alors, infirmier à domicile, on ne sauve pas des vies, mais on aide les gens à vivre. On aide les gens pendant une période difficile de leur vie. Et là, après, je suis devenu cadre infirmier. Alors, c'est quoi cadre infirmier ? C'est la personne qui s'occupe de l'équipe paramédicale. Pas des médecins, mais des infirmiers, des aides-soignants et des ASH, agents de services hospitaliers. C'est les gens qui s'occupent de l'entretien des locaux. Alors le cadre, il organise leur emploi du temps pour qu'il y ait toujours assez de monde pour soigner les gens. Et puis, il organise les commandes pour qu'ils aient du matériel pour travailler. Et puis, il est le lien entre l'institution et l'équipe. Je vous le fais en temps réel.
Allô Eric, c'est Julie à l'appareil. Dis donc, j'ai regardé l'emploi du temps du mois prochain. Je vois que je travaille le lundi de Pâques. Je travaillais déjà l'année dernière. Je vais pas tous les faire, quoi. Ok, je m'en occupe. Allô Eric, tu peux téléphoner en gastro-entérologie, s'il te plaît, pour monsieur Durand, qui attend sa place depuis 2 jours dans le couloir des urgences. Ok, je m'en occupe. Allô Eric, c'est Thierry à l'appareil. Dis donc, j'ai regardé, je travaille pas le week-end de Pâques et j'aimerais bien travailler, j'ai besoin de fric. Super, je compte sur moi. Allô Eric, tu n'as pas oublié la réunion du comité d'éthique de mardi? Tu sais que la certification approche et que c'est super important que cette réunion ait lieu. Non, j'avais pas oublié. Allô Eric, tu peux libérer une place, s'il te plaît, au déchocage. Il y a eu un très gros accident sur l'autoroute. Le SMUR nous amène un polytraumatisé. Ouais, d'accord, je m'en occupe. Allô Eric, tu peux me faire un bond d'urgence, s'il te plaît? Il n'y a plus de papier dans les toilettes du personnel. Ok, je m'en occupe. Et là, je suis en train de me faire engueuler par le fils de monsieur Durand, qui attend sa place en gastro-entérologie depuis 2 jours. Et ce monsieur me dit que son père n'a pas mangé chaud depuis 2 jours, n'a pas eu son traitement comme l'avait prescrit son médecin traitant, qu'il n'a pas eu accès aux toilettes parce qu'il y a 2 toilettes pour 60 malades, qu'il n'a pas dormi depuis 2 jours, et que surtout, il a passé ces 2 jours dans une promiscuité intolérable. Il me dit, mais vous voyez pas que c'est la cour des miracles? Que c'est le bordel dans votre hôpital? Un peu décondensé par la véhémence du monsieur, je lui réponds que je suis d'accord sur 50% de son constat. Je suis d'accord que c'est le bordel, mais là où je ne suis plus d'accord, c'est que ce n'est pas mon hôpital, mais que, en tant que citoyen, c'est aussi le sien, et que si l'hôpital est dans cette situation-là, il n'y est pas pour rien. Le monsieur s'énerve et s'en va. Je débauche, et je me dis quand même, la cour des miracles, comment ça se fait que les urgences soient débordées à ce point-là? Tu sais pourquoi, maman, toi? Parce que les gens viennent aux urgences pour rien. Non, mais le ministre de la Santé, il dit que c'est pas vrai, ça. Enfin, il disait que c'était pas vrai avant d'être ministre de la Santé. Les gens abusent du système. Mais qui c'est qui t'a dit ça? BFM? Non mais maman, faut que tu arrêtes avec BFM, tu vas finir par le faire, cet AVC, quoi. Moi, j'ai choisi de travailler à l'hôpital public. Pourquoi l'hôpital public? Eh bien parce qu'il est censé soigner tout le monde de la même manière. Le SDF, la famille de sans-papiers, le notable, le riche, le pauvre. Il est censé mettre à la disposition de tous ces gens-là, quels qu'ils soient, toute la technicité dont ils disposent. Si l'une de ces personnes-là fait un accident vasculaire cérébral, on va monter un petit tuyau dans une de ses artères, on va aller dans son cerveau diluer le caillot qui est en train de lui faire un accident vasculaire cérébral. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé à travailler dans ce service des urgences qui a 16 places, on n'avait jamais plus de 16 patients à la fois. On pouvait s'occuper d'eux tout à fait bien, le polytraumatisé ou la tentative de suicide. On faisait des projets, on se remettait en question, on essayait d'améliorer nos pratiques, plus de rapidité pour le polytraumatisé, plus d'empathie pour la tentative de suicide ou l'alcoolique chronique. Et puis les patients restaient dans les urgences 3-4 heures, le temps qu'on fasse le diagnostic, et puis ils montaient dans les étages où ils rentraient chez eux. 20 ans plus tard, quand on a 26 patients dans le service, c'est-à-dire 10 patients dans le couloir, on dit c'est calme aujourd'hui. On monte à des pics de 50, 60, 70 patients présents pour 16 places. On est débordé par cette charge,
hébété, blasé. Et les patients restent dans les urgences parfois 3, 4, 5 jours. En tout cas, plus de projet, plus d'empathie. Et là, pendant que ce monsieur est en train de m'engueuler, qu'est-ce que j'ai devant les yeux? La cour des miracles, effectivement. Devant nous, un monsieur âgé, attaché aux 2 poignets sur son brancard, répète sans cesse « Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi » et tire sur ses contentions jusqu'à saigner. À côté de lui, une jeune femme. Un médecin est en train de l'examiner. Il lui demande la date de ses dernières règles, si elle va à la selle régulièrement, si ces selles sont plutôt molles ou dures, si ça la brûle quand elle urine, ou si ses urines sentent mauvais. La jeune femme essaye de répondre aussi doucement que possible, mais tous ses voisins entendent les réponses. À côté d'elle, M. Durand essaye d'uriner discrètement dans l'urinal que l'aide-soignante vient de lui donner, parce que les toilettes sont inaccessibles. À côté de lui, une dame âgée, assise sur son brancard, seins nus. Chaque soignant qui passe à côté d'elle lui remet sa chemise d'hôpital, mais elle l'enlève systématiquement. Et puis, à perte de vue, des patients en chemise d'hôpital, dénudés dessous, sur des brancards côte à côte. Vous imaginez? Non, vous imaginez pas. Parce que tant que vous ne l'avez pas vu, vous ne pouvez pas l'imaginer. Alors, comment on en est arrivé là, nous, le premier système de santé mondial aux yeux de l'OMS? Vous savez qu'on a été le premier système de santé mondial aux yeux de l'OMS en 2000. En 2020, on est à la 16e place, juste devant l'Italie. Comment ça se fait qu'on est passé de la première à la 16e place dans un pays qui devient de plus en plus riche? Il n'y a pas un problème. Est-ce que par hasard, l'État français ne serait pas en train d'essayer de torpiller l'hôpital public comme il torpille les autres services publics? Parce qu'enfin, il a le mode d'emploi. Les libéraux l'ont rédigé. Si on veut torpiller un service public, on coupe son financement, les choses ne vont plus marcher, et les usagers eux-mêmes vont s'énerver et vont demander à ce qu'on change de système. Est-ce que c'est pas ça qui serait en train de se passer? Est-ce que tu sais qui paye ta retraite, maman? Non? C'est la sécurité sociale. Est-ce que tu sais que c'est grâce à un ministre communiste qu'on a une sécurité sociale? Ça t'étonnerait. Et bien pourtant, c'est le cas. Ambroise Croizat, en 1946, a eu une idée. Il a dit, on va mettre tous les mois dans un pot commun de l'argent pour faire face à l'infortune. C'est-à-dire pour aider les gens qui ne peuvent plus travailler à subsister dignement pendant qu'ils ne peuvent pas travailler. On cotiserait selon nos moyens et on recevrait selon nos besoins. Un truc basé sur la solidarité. Solidarité, un gros mot pour les États libéraux. Parce que eux, leur mot fétiche, c'est plutôt compétition, chacun pour soi. Alors, qu'est-ce qu'elle paye, cette sécurité sociale? Eh bien, elle paye tout ce qui concerne l'assurance maladie. Si vous êtes hospitalisé, c'est dans ce pot commun qu'on va prendre l'argent pour payer l'hôpital et les frais que va représenter votre hospitalisation. Si vous allez voir votre médecin traitant, c'est dans ce pot commun qu'on va vous rembourser de la consultation chez votre médecin traitant. Et puis, pendant que vous serez en arrêt maladie, c'est dans ce pot commun qu'on prendra votre salaire pour vous le donner pendant que vous ne pouvez pas travailler et que vous êtes en arrêt maladie. La sécurité sociale va rembourser tout ce qui concerne les accidents du travail.
Si vous fondez une famille et que vous avez besoin d'aide, c'est dans ce pot commun qu'on prendra les allocations familiales. Et puis quand vous serez trop vieux pour travailler, eh bien c'est dans ce pot commun qu'on prendra votre salaire de retraité. Alors vous allez me dire, mais ça représente combien d'argent tout ça? Chaque mois, avant qu'on nous donne notre salaire, donc on met la moitié, chacun d'entre nous, la moitié de notre salaire dans ce pot commun tous les mois. 470 milliards d'euros par an à notre époque, dont 200 milliards d'euros pour la branche maladie. Alors, qui gère cet argent? Qui décide de ce qu'on en fait? C'est là que ça se complique. En 1946, quand ils ont mis la sécurité sociale en place, les gestionnaires de la sécurité sociale, c'était pour 75% des salariés par l'intermédiaire des syndicats et 25% le patronat. L'État capitaliste n'a jamais pu supporter ça et va mettre tout en œuvre pour récupérer la main sur cet argent. Comment, maman? En même temps, c'est normal qu'on ne laisse pas autant d'argent à gérer par des gens qui n'ont même pas fait l'ENA. Et pourtant, au début, ils se débrouillaient bien avant que l'État leur mette des bâtons dans les roues. Premier coup de boutoir, 1967. L'État va dire, 75-25, c'est pas bien équitable ça. On va faire 50-50. Tout le monde a dit, ouais, c'est bien équitable, 50-50. Sauf que, comme il y a toujours un syndicat qui est du côté du patronat, en ce moment c'est la CFDT, je ne vous l'apprends pas, les salariés ont perdu la majorité sur la gestion de ce pot commun. Deuxième coup de boutoir, 1983. Bérégovoy, qui est Premier ministre de François Mitterrand, qui se disait de gauche, va dire on n'augmentera plus les cotisations. Si la sécurité sociale a besoin d'argent, on ne prendra pas sur les cotisations, on trouvera une autre solution. Troisième coup de boutoir, 1996, Juppé, Alain de son prénom, met en place la loi de financement de la sécurité sociale. C'est-à-dire que c'est le Parlement qui va tous les ans voter des décisions prises sur l'argent de ce pot commun. C'est fini. C'est le gouvernement qui a mis la main sur les décisions de qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Où est-ce qu'on le met plutôt? Sur l'assurance maladie? Sur les retraites? Sur les allocations familiales? À qui on va le donner? Au public ou au privé? Parce qu'il y a un truc que l'hôpital public n'a pas, c'est des actionnaires. Vous savez, les actionnaires sur qui le capitalisme repose. En 2008, quand il va y avoir la crise financière, l'État va dire à la sécurité sociale, ben, vous avez besoin d'argent pour faire face à cette crise financière. Comme on a décidé qu'on n'augmenterait pas les cotisations, vous allez vous débrouiller tout seul. Vous allez emprunter sur les marchés financiers. Et c'est ce qu'a fait la Sécu. Elle a emprunté sur les marchés financiers et puis depuis, elle rembourse cet emprunt. Capital et intérêt. Et donc, il y a une partie de notre pot commun qui sert à rembourser les intérêts de l'emprunt que la sécurité sociale a fait. À l'heure actuelle, on est à 70 milliards d'euros qui sont partis directement dans les poches des actionnaires des banques qui ont prêté à la sécurité sociale. Alors, pour que ce soit bien clair dans l'esprit de tout le monde, ces 70 milliards d'euros, ils ne servent pas à payer des infirmiers, payer des médecins, rénover les hôpitaux, payer les retraites, payer les allocations familiales. Bref, ils ne servent pas à nous soigner. Donc,
l'État a créé ce que les médias appellent le trou de la sécurité sociale. Le trou de la sécurité sociale, un mensonge d'État. Hein. Il y a certains économistes qui disent que c'est un mensonge d'État. Comment, maman? Je dois arrêter de dire du mal du gouvernement parce qu'il a dit qu'il aidait les hôpitaux endettés. Eh ouais, les hôpitaux publics sont endettés avec exactement le même système. En 2006, puis 2012, on a fait ce qu'on a appelé des plans hôpitaux. On a dit, les hôpitaux, il faut qu'ils soient rénovés, parce que là, c'est pas possible, ils n'arrivent plus très bien à remplir leur mission. Le gouvernement a dit aux directeurs des hôpitaux, empruntez directement sur les marchés financiers. Les hôpitaux ont fait ça. Et puis l'État, il a été rassurant avec le directeur de l'hôpital. Il lui a dit, vas-y Marcel, hein, tu peux te lâcher, parce que d'abord là, en ce moment, les cours sont super bas, et puis en plus, on t'a inventé une manière de rémunérer les hôpitaux qu'on a appelée la T2A, mais ça va te rapporter un pognon de dingue. Le directeur, il s'est lâché. Entre 2009 et 2012, l'endettement des hôpitaux est passé de 9 à 30 milliards d'euros. Je ne résiste pas à l'envie de vous lire une communication qui a été faite par le président de la Fédération hospitalière française en 2014. Alors le gars en question, c'est pas un mec de gauche, parce que pour l'instant, là en ce moment, il est député copain d'Édouard Philippe. Et à l'époque, il disait « Les sommes en cause et les risques pris par les établissements devant la carence des pouvoirs publics vont très rapidement hypothéquer les ressources à consacrer aux soins et par voie de conséquence diminuer leur qualité. » Il a dit « Attention, les emprunts qu'on vient de faire, ça va obliger l'hôpital à soigner les gens moins bien. » Personne ne pourra dire qu'il n'était pas au courant. Et donc, l'État a mis les hôpitaux dans une situation financière qu'il savait qu'il ne pourrait pas assumer. L'histoire ne s'arrête pas là. Les hôpitaux, le directeur de l'hôpital, il a emprunté à une banque qui habituellement prêtait aux collectivités locales, qui s'appelle Dexia. Bon, ils auraient dû se méfier, hein. Le patron de Dexia s'appelait Pierre Richard. Et donc, le patron de Dexia, il a eu la folie des grandeurs. Il a fait des emprunts toxiques, c'est-à-dire à taux variable, juste avant la crise subprime, et il a coulé la baraque. Je vous rassure, je vous sens effrayé, il n'a pas vraiment coulé la baraque. Le gouvernement français est venu à son secours, 7 milliards d'euros on lui a donné pour qu'on renfloue la banque Dexia. Comment, maman? Ça n'aurait pas été juste de ne pas aider Dexia? Et pourquoi? Ah, parce qu'on avait déjà aidé le Crédit Lyonnais et la Société Générale. Ben oui, ça... mais l'hôpital, lui. Alors, eh bien, ces emprunts toxiques, les hôpitaux, actuellement, ils continuent de les rembourser. Ça leur coûte un pognon fou. À tel point qu'ils ne peuvent plus rénover les hôpitaux. Et à tel point qu'il y a des hôpitaux qui ne peuvent plus fonctionner parce qu'ils sont étouffés par ces remboursements d'emprunts. Qu'est-ce que ça donne en vrai? Il y a des hôpitaux, et c'est arrivé l'année dernière à un très grand hôpital en France, le directeur de l'hôpital « Au secours, Benoît, je n'y arrive plus !» Et là, on lui envoie qui? Le cavalier sur Gilor de la nuit? Zorro? Non, l'ARS. On lui envoie l'ARS, Agence régionale de santé. Un truc inventé par Juppé aussi sur les conseils de Capgemini, on en reparlera plus tard celui-là. L'ARS arrive. Alors Marcel, qu'est-ce qui se passe? Tu peux plus faire vivre ton hôpital? T'as trop emprunté? C'est nous qui t'avons dit de le faire. Oui, oh, c'est bon. Hein.
Alors, eh bien, écoute, nous, on va te donner des sous pour rénover ton hôpital. Mais enfin, bon, on va te donner des sous, mais on va aussi t'expliquer comment il faut faire pour le diriger, tu vois, parce que comme ça, si tu es dans cette situation-là, c'est que tu sais pas bien te débrouiller. Alors, on a regardé sur ta masse salariale, il va falloir que tu gagnes 90 postes. Alors, en langage ARS, gagner 90 postes, ça veut dire les perdre. Et puis, quand tu as quelqu'un qui quittera ton hôpital, je sais pas, quelqu'un qui part à la retraite ou quelqu'un qui démissionne, tu attendras 3 mois pour le remplacer. Comme ça va te faire gagner des sous, tu comprends? Et puis, tu vois, ton hôpital, il est disséminé dans toute la ville. Et du coup, on va mettre des sous pour qu'on puisse rassembler tout ça. Puis au passage, on va fermer des lits. 19 lits de gastro-entérologie et puis 13 lits de médecine. 19, la gastro-entérologie, ça va poser problème parce que tu as déjà un patient qui attendait dans le service des urgences une place en gastro-entérologie et qui est mort. Mais écoute, et puis tu pourras pas recevoir des patients de l'extérieur. Non mais Marcel, c'est pas un problème ça. Tu les veux ces sous ou tu les veux pas? Tu les veux, ben voilà. L'important c'est de faire des économies. Et puis tu vas augmenter l'activité de ton hôpital de 5%, sans embaucher de personnel. Hein. Alors comment on fait pour augmenter l'activité d'un hôpital de 5%? Alors, il y a bien la police, pendant les manifestations, qui essaye d'augmenter l'activité des hôpitaux. Ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres, mais ça suffit pas. Et donc, le directeur de l'hôpital, il va être obligé de rentabiliser les soins, c'est-à-dire de diminuer la durée moyenne de séjour des patients, c'est-à-dire de les faire sortir plus tôt. Et donc, la directrice de l'ARS, elle tient le directeur de l'hôpital en question par... Non, on ne dit pas comme ça, on dit il a le couteau sous la gorge. C'est vrai. Et du coup, ils vont signer un contrat. Alors, bon, Marcel, on est d'accord, on va signer un contrat, on va l'appeler contrat à venir, parce que ça fait bien pour... tu vois, ça va être un contrat à venir ambitieux. Et alors, le communiqué de presse, hein, l'hôpital et le directeur de l'ARS ont signé un contrat à venir ambitieux qui va permettre à l'hôpital de continuer d'être une référence dans la région et d'assurer sa mission que mérite la population. Voilà, un truc comme ça, bien ficelé. Hein. Et donc, l'État a mis les hôpitaux dans une situation tout à fait insupportable. Comment, maman? Toi, quand tu as un emprunt, tu fais des économies sur le reste. L'hôpital n'a qu'à faire pareil. Ben oui, il fait pareil. Enfin, on l'oblige à faire pareil. Parce qu'en 96, avec la loi de financement de la sécurité sociale, Juppé, il a inventé un truc qu'on appelle l'ONDAM. L'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Comment vous expliquer ça? Si on laisse les dépenses d'assurance maladie augmenter naturellement, elles augmenteraient en gros de 5% l'an. Pourquoi? Parce que les techniques médicales deviennent de plus en plus sophistiquées. En ce moment, on opère avec des robots. On est capable d'opérer des fœtus à l'intérieur de l'utérus de leur mère. On greffe des cœurs, on greffe des foies, on greffe des reins, on règle des problèmes d'accident vasculaire cérébral. La médecine fait des merveilles. Ça coûte de plus en plus cher. Les médicaments et le matériel coûtent de plus en plus cher. Et puis surtout, la population vieillit. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de soins. Et donc, si on laissait les dépenses d'assurance maladie augmenter, elles augmenteraient de 5%. Eh bien, les députés, ils vont dire non. Nous, on n'est pas d'accord. Ça sera 3%, débrouillez-vous pour faire des économies sur les 2% qui restent. Et ça dure depuis des années. Avant le Covid, pendant les 8 années qui ont précédé le Covid, les hôpitaux ont respecté l'ONDAM au prix d'économies drastiques. Alors, comment un hôpital peut faire pour faire des économies? Il peut économiser sur le matériel.
Ceci est un perfuseur. Ça, c'est piqué dans la poche où il y a le liquide de perfusion. Et puis ce côté-là, il va dans un cathéter qui est dans la veine du malade. Quand une infirmière ou un infirmier veut passer 1 litre de perfusion sur 24 heures, il doit compter dans cette petite chambre que 14 gouttes tombent par minute. D'accord? Il prend sa montre et il compte ces 14 gouttes. S'il veut passer ce litre sur 12 heures, il va compter dans cette petite chambre que 28 gouttes tombent par minute. Il règle le débit à l'aide de cette petite roulette. Pendant des années, on a fonctionné avec des perfuseurs dont la roulette se déréglait toute seule. Et donc, quand l'infirmier ou l'infirmière avait posé sa perfusion, eh bien, les perfusions s'accéléraient. On appelle le pharmacien, on lui dit ça ne va pas du tout, la sécurité des malades n'est pas assurée, il faut changer ce perfuseur. Et là, il nous répond pas possible. Parce que pour faire des économies, un hôpital choisit le perfuseur et tous les hôpitaux de France achètent le même perfuseur au même fournisseur. C'est un marché national, pas possible de le changer. Mais par contre, si tu veux, je peux t'envoyer le commercial de la boîte qui a vendu le perfuseur et il va vous expliquer. Donc le mec vient avec une feuille marquée « Procédure de vérification des perfusions ». Et il nous dit, c'est quand même pas compliqué. L'infirmière, quand elle a posé sa perfusion, il suffit qu'elle revienne 15 minutes plus tard, vérifier que la roulette ne s'est pas déréglée et le règle. Et puis après, elle revient 30 minutes plus tard, vérifier que la roulette ne s'est pas déréglée. Une infirmière aux urgences, dans son après-midi, elle pose environ 25 perfusions. Donc si elle est obligée de vérifier, de revérifier tout ça, elle peut faire que ça. Dans un service de chirurgie, une infirmière, elle va avoir 14 patients perfusés. Si elle est obligée de vérifier que les débits ne se sont pas déréglés, elle va faire que ça. Imaginons qu'Airbus n'ait plus d'argent. Ils ont acheté des pompes à huile qui lubrifient les moteurs de l'appareil en vol, qui se dérèglent toutes seules. Le commercial, il vient, il dit... C'est quand même pas compliqué. Hein. Le pilote, il a qu'à quitter son poste de pilotage, venir vérifier que la pompe à huile ne s'est pas déréglée, et puis il la règle. Enfin, je ne vois pas où est le problème. Il accepte le commercial de monter dans l'avion. Et d'ailleurs, le commercial ou le patron de la boîte qui a vendu ça, il accepte qu'on lui pose une perfusion dont le débit se dérègle tout seul? Pas sûr. Alors, l'hôpital, il peut faire des économies sur le matériel, mais le plus facile, c'est de faire des économies sur le personnel. Pourquoi? Parce que le personnel, ça représente 66% du budget d'un hôpital. Et donc, pour économiser du personnel, il a 2 solutions. La première solution, augmenter la charge de travail par personne qui travaille. C'est mathématique, hein. Là où une infirmière ou un infirmier avant, il avait 10 malades en charge, eh bien il suffit d'en mettre 12 ou 14 et comme ça vous faites des économies de personnel, on est d'accord. La deuxième solution, c'est d'embaucher moins de personnel. Pour embaucher moins de personnel, un hôpital, il a une solution et une seule, fermer des lits. 80 000 lits sur 460 000 perdus en 20 ans. 4 000 lits par an, excusez-moi, 4 000 lits par an fermés pendant les 20 dernières années. Qu'est-ce que ça donne? Vous êtes dans un hôpital, vous vous déplacez dans les étages et vous tombez sur des ailes entières, fermées à clé, avec dedans des chambres, avec le matériel qu'il faut, le lit et tout ça, où vous ne pouvez pas mettre de malades parce que, administrativement, le lit est fermé. Allô Eric, dis donc, on vient de recevoir une malade en aplasie et du coup, il faut absolument que tu lui trouves une chambre seule en oncologie. Ok, je m'en occupe. L'aplasie, effet secondaire de la chimiothérapie. Il y a certains patients qui sont sous chimio, leur défense immunitaire tombe tellement
qui sont susceptibles d'attraper n'importe quelle infection qui passe par là, gravissime pour eux. Oncologie, spécialité où on traite le cancer. Allô Émilie, c'est Eric à l'appareil. Dis donc, j'ai regardé là sur la disponibilité des lits. Tu as un lit vide ce soir. Malheureusement, je vais être obligé de le prendre parce que j'ai une malade en aplasie et tu es d'accord que je ne peux pas la garder dans les urgences. Et là, ma collègue me répond, je t'en supplie, ne me fais pas ça. Le lit est réservé pour une jeune femme de 25 ans à qui on vient déjà de repousser 2 fois la chimiothérapie. Je cherche une autre solution, je n'en trouve pas, j'appelle le directeur de garde, il me répond, prenez le lit réservé, ça ne me pose aucun problème moral. Eh bien, moi, ça m'en pose un de problème moral. Comment est-ce que je peux me retrouver, moi, dans la situation de choisir à qui je fais perdre des chances de survie? À la dame en aplasie ou à la jeune femme de 25 ans? Mesdames et messieurs les députés, je voudrais vous rappeler que quand vous décidez d'un trait de plume dans le confort de votre Assemblée nationale, que l'Ondam n'augmentera pas de 5% mais de 3%, vous êtes personnellement responsable de la perte de chance de survie de la dame en aplasie ou de la jeune femme de 25 ans, juste au cas où vous l'auriez perdu de vue. Comment, maman? Après ce que je viens de raconter, si tu as besoin d'être hospitalisé, tu iras dans le privé, ça coûte plus cher. Ah ben si. À la télé, ils ont dit que c'était pas vrai. Ah ben il y a quand même les dépassements d'honoraires. Et puis, encore faut-il qu'ils t'acceptent. Ah ben non, je suis désolé. Le privé, lui, il n'est pas obligé. Eh bien oui, parce que l'hôpital public, il a une concurrence. On a à peu près 1300 établissements de santé publics en France, 600 établissements de santé privés à but non lucratif et 900 établissements de santé privés à but lucratif. C'est écrit dans le titre, le but, c'est de faire de l'argent. Mission de l'hôpital public, soigner les gens. Mission des établissements privés, faire des sous. Alors, comment ça marche? Ils sont rémunérés comment, ces établissements privés? Eh bien, comme les hôpitaux publics, par la T2A, mais l'argent qui va rémunérer les hôpitaux privés, c'est de l'argent de notre pot commun. Il y a une partie de notre pot commun qui part directement dans les poches des actionnaires des établissements privés. Pendant que j'y suis, j'ai oublié tout à l'heure, il y a une partie avec les emprunts des hôpitaux qui part directement dans les poches des banques qui ont prêté aux hôpitaux aussi. La T2A, comment vous expliquez la T2A? Vous avez besoin qu'on vous mette une prothèse de hanche. L'établissement qui va vous poser la prothèse de hanche, elle va avoir 5 800 € pour faire ça. C'est un forfait, et avec ce forfait, vous allez être censé rester entre 1 et 10 jours à l'hôpital, ou dans l'établissement qui vous opère. Ok? Si vous restez 11, 12, 13, 14 jours, vous allez coûter de l'argent à l'hôpital, parce que il n'aura que 5 800 €. Par contre, si vous sortez au bout de 4 jours et que l'hôpital vous remplace par quelqu'un qui va à nouveau lui rapporter 5 800 €, puis au bout de 4 jours, le second malade sort et il est remplacé par quelqu'un qui rapporte à nouveau 5 800 €, ben là où si vous êtes resté 12 jours, un hôpital aura eu seulement 5 800 €, l'autre il aura eu 3 fois 5 800 €. Vous voyez le truc? La T2A a industrialisé le soin. Alors nous, au début, quand on nous l'a vendu, on nous a dit,
Ça va être super la T2A parce que vous allez voir, mieux vous allez être organisé, mieux vous allez travailler, plus vous aurez d'argent et vous aurez beaucoup d'argent. Moins vous serez bien organisé, moins vous allez bien travailler, moins vous aurez d'argent. Bon, nous, on n'avait pas peur hein, parce qu'on s'est dit, nous, on est bien organisé puis on travaille bien. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, il y a des médecins qui avaient vu le coup venir. Ils ont dit, avant la T2A, on prodiguait des soins. Et depuis la T2A, on en produit. Parce qu'en fait, la T2A, elle va trier, elle va faire qu'il y a des activités qui sont plus rentables que d'autres. C'est-à-dire, moins vous restez à l'hôpital, plus c'est rentable. Et ce qui est génial, c'est l'ambulatoire. Vous rentrez le matin, vous sortez le soir, vous ne dormez pas à l'hôpital, et du coup, vous ne coûtez pas, il n'y a personne pour vous surveiller la nuit et tout ça. 64% de la chirurgie ambulatoire en France est assurée par les établissements privés. Qu'est-ce qui n'est pas rentable? Ce qui n'est pas rentable, c'est la maladie du grand âge, les maladies chroniques et les pathologies très lourdes. Les très gros cancers qui demandent beaucoup de choses, les greffes, tout ça, ça coûte très cher. Là, l'urgence vitale, ça coûte très cher, ça, c'est pas rentable. Et donc, les établissements privés, ils vont avoir intérêt à attirer tous les patients rentables. Vous avez 70 ans, vous faites du vélo, vous conduisez votre voiture, vous êtes plutôt dynamique, vous habitez en ville, il y a toutes les chances pour que vous ne restiez pas 10 jours après votre prothèse de hanche. Vous avez 90 ans. Vous commencez à être un peu dément, vous êtes diabétique, vous êtes insuffisant cardiaque, vous habitez tout seul au fin fond de la campagne. Il y a toutes les chances pour que vous restiez plus de 10 jours. Et donc, les établissements privés vont avoir intérêt à opérer la première personne et pas la seconde. Et ils vont pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que eux, ils ont le choix d'accepter ou de refuser des patients et pas l'hôpital. Et donc, ils vont attirer les gens comment? Eh bien, parce que comme les gens restent pas, les malades vont pas rester longtemps en hospitalisation, ça va aller plus vite. Et du coup, quand vous avez besoin qu'on vous remette une prothèse de hanche, si vous allez dans le privé, vous l'avez dans 2 mois. Si vous allez dans le public, vous l'avez dans 6 mois, parce que les lits se libèrent moins vite. Donc, le privé va pouvoir attirer des patients. Et le gouvernement va mettre des choses en place pour pousser toute l'activité rentable vers le privé. Il fallait qu'on fasse des travaux dans le service des urgences. On nous dit, allez-y, faites des groupes de travail, dessinez le service d'urgence de vos rêves. Nous, on fait ça. On a 16 box, on dit qu'il faut doubler le nombre de box, il faut doubler le nombre de chambres de l'UHCD, unité d'hospitalisation de courte durée. On dessine un super truc avec un flux patient couché, un flux patient assis. On envoie ça à l'ARS, l'ARS dit « ça ne marche pas comme ça ». Notre logiciel dit que, avec le nombre d'entrées, 9 box seraient suffisants. Oui, vous avez bien entendu. Là où on leur demande de doubler le nombre de box, eux, ils nous disent, on va le diviser par 2. Alors on dit, c'est pas possible, on a 40 malades dans le couloir. C'est que vous n'êtes pas bien organisé. Notre logiciel dit que, avec le nombre d'entrées que vous avez, 9 box seraient suffisants. Bon, le Covid a arrêté ça. Mais l'ARS voudrait rendre inhospitalières les urgences de l'hôpital public. Est-ce qu'il s'y prendrait autrement? Parce qu'en fait, tous les patients qui sont rentables, ils ont le choix en fait. Quand vous avez 70 ans, vous avez le choix d'aller là ou là. Si vous avez 90 ans, vous n'avez pas le choix, vous allez là où on vous dit. Et donc, ils vont mécaniquement repousser les gens des urgences publiques. La loi Rist, c'est pas vieux la loi Rist. Les hôpitaux et les établissements privés fonctionnent beaucoup avec des médecins intérimaires parce qu'il y a une pénurie de médecins. Et donc, le capitalisme aime bien cette loi, pourtant la loi de l'offre et de la demande. Et comme il y a très peu de médecins, ils demandent à être payés cher.
La loi Harris dit que faut arrêter ça parce que ça gaspille de l'argent de notre pot commun. Alors, on va faire que les médecins intérimaires, on n'aura plus le droit de les payer plus de 1 400 € pour 24 heures de travail. Dans le public. Le privé fait ce qu'il veut. Alors, François Braun, hein, il est bien intervenu en tant que ministre de la Santé. Il a dit au public, soyez gentils, payez pas les médecins trop cher de façon à ce qu'ils n'aillent pas travailler que dans le privé. On est sûr que le privé va obéir. Hein. Et en fait, les médecins des hôpitaux publics sont en train de tirer le signal d'alarme. Attention, on fonctionne beaucoup avec des médecins intérimaires. On va devoir fermer des soins de suite et de réadaptation. Et on va aussi devoir fermer des services d'urgence. Vous en avez entendu parler. Il y en a qui sont fermés maintenant. Hein. Ok, donc il va déséquilibrer, l'État va déséquilibrer la concurrence entre le public et le privé, de façon à envoyer dans le privé toute l'activité rentable. Alors, si on veut faire ça, c'est encore plus simple si on met le privé direct dans les locaux de l'hôpital public. Parce que comme ça, les patients, plutôt que d'être obligés de prendre leur voiture pour aller ailleurs, c'est déjà là. Alors, il y a des services qui fonctionnent comme ça depuis que Nicolas Sarkozy a mis en place les contrats publics-privés. Il avait dit d'ailleurs que ce serait de l'idéologie de refuser de faire ça. Alors que ce n'est pas de l'idéologie de mettre le privé dans le public. Et donc, il y a des services d'oncologie qui fonctionnent comme ça. Et puis, il y a des services de radio surtout. Parce que les appareils de radio, ça coûte super cher. Et donc, on nous l'a vendu en disant, bah, le privé, il a des sous. Si on fait acheter une IRM par une partie des fonds du privé et une partie des fonds du public, ça va aider le public à acheter l'IRM, puis comme ça, on exploitera l'IRM avec les deux systèmes. Alors, je connais une secrétaire qui travaille dans un service où ils font des IRM public-privé. Et elle m'explique que dans le privé, ils prennent 2 fois plus de malades. Comment, maman ? Ils l'ont bien dit à la télé que ça marchait mieux le privé. Oui, mais ça pose question quand même, parce que c'est la même machine. Donc les gens du privé, ils travaillent 2 fois plus longtemps ? Non. Les malades du privé passent 2 fois moins de temps dans la machine. Là où vous passez, quand vous êtes dans le privé, 7 minutes dans l'IRM, vous en passez 15 quand vous êtes dans le public. Mais les résultats alors, 2 fois moins précis. Les médecins du privé de ce service-là, ils prennent le risque de passer à côté d'un diagnostic, peut-être une tumeur, pour pouvoir passer 2 fois plus de malades pour que ça rapporte plus d'argent. Seulement les malades, eux, ils ne le savent pas ça, que le résultat il est 2 fois moins précis. Eux, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient que quand ils prennent rendez-vous, ça va 2 fois plus vite. Et du coup, ils conseillent à tout le monde, si tu dois avoir une IRM, va dans le privé. Parce que comme ça, c'est plus rapide. Et puis alors, il y a un autre système pour infiltrer le public par le privé, c'est le cabinet conseil. Cabinet conseil, Capgemini, McKinsey, ça vous dit quelque chose ? Des gens ultra-libéraux qui ont infiltré la totalité de l'administration en France. Ils ont été à l'origine de la création des ARS, Capgemini, et puis ils ont renfloué l'hôpital de Nancy. Capgemini, ils sont super contents, ils sont super fiers. Dans leur promotion, ils disent qu'ils ont renfloué l'hôpital de Nancy. Alors c'est vrai, ils ont renfloué l'hôpital de Nancy, 179 lits fermés, 600 postes supprimés. Alors 2 solutions. Ou ces 179 lits servaient à rien, ou alors ils ont diminué l'offre en soins de ce que l'on peut proposer à la population. Alors nous, dans l'hôpital où je travaillais, on nous en a acheté un cabinet conseil. Enfin, on nous a acheté les services d'un cabinet conseil. Alors c'était pas Capgemini, McKinsey, c'était General Electric. GE, comme disait mon chef de pôle. Donc le gars, il est venu, on nous a envoyé 2 mecs propres sur eux, un médecin et puis un ancien directeur des soins.
Ils nous ont expliqué qu'ils allaient faire un audit de nos organisations de façon à diminuer le stock patient pour pouvoir améliorer le flux patient, pour pouvoir mettre en place des lean process au niveau de l'institution en entier, pour que notre temps de passage des patients aux urgences, qui était actuellement à 5 heures, soit réduit à 2h30 dans 3 mois. Et donc, ils ont fait un audit. Vous savez ce que c'est qu'un auditeur? C'est un gars que vous payez pour regarder votre montre et vous donner l'heure. Hein, parce que oui, parce que l'audit, il découvre des problèmes que vous connaissez déjà. Et donc, on nous a enfermés dans une salle pendant 2 jours pour qu'on puisse réfléchir à comment on allait optimiser nos organisations. Et puis, du coup, on a fait le nom m'échappe. Comment ça se dit, masturbation intellectuelle en anglais? Brainstorming. Un brainstorming, merci. Et donc, il a marqué sur le paperboard, pour qu'une équipe soit efficace, il faut que, allez-y, écrivez-nous des mots sur votre post-it. Le premier mot qui vous vient en tête, parce que ça, c'est super efficace pour optimiser les organisations. Et donc, on a écrit nos mots. Et il a pris, pour qu'une équipe soit efficace, il faut qu'elle ait une cohésion d'équipe. Très bien. Je vois que vous avez déjà réfléchi au problème. Pour qu'une équipe soit efficace, il faut qu'elle ait des objectifs clairement définis. Mais bravo! Effectivement, sans objectifs clairement définis, une équipe ne peut pas être efficace. Pour qu'une équipe soit efficace, il faut qu'elle ait un team manager reconnu. Mais je sens qu'on va très bien travailler avec ce groupe parce que vraiment, vous êtes déjà dans l'esprit des choses. Pour qu'une équipe soit efficace, il faut qu'elle soit corporate. Mais exactement. Une équipe à fond dans les objectifs de l'institution. Bravo. Vraiment, je sens qu'on va très bien travailler. Et enfin, pour qu'une équipe soit efficace, il faut qu'elle soit assez nombreuse. Qui c'est qui a écrit ça? Eric? Ah non, mais Eric, il va falloir que tu demandes à ta direction de t'offrir un coaching, hein, parce que là, il faut que tu revoies ton paradigme managérial. Ah ben oui, ça, le critère de nombre d'une équipe, c'est has-been, enfin, c'est ringard, hein, je juge pas. Hein. 3 mois plus tard, on était à 7 heures de passage. Alors, je vous rassure, hein, je vous sens inquiet, ils ont été payés quand même. 11,8 millions d'euros. Les hôpitaux de Lyon ont laissé 11,8 millions d'euros en 8 ans au cabinet conseil. Tous les hôpitaux de France donnent un fric fou aux actionnaires des cabinets conseils. Je vous rappelle que cet argent qui part directement dans la poche d'actionnaires ne sert pas à payer des médecins, payer des infirmières, payer des aides-soignants, payer des ASH, rénover les hôpitaux, bref, nous soigner. Allô Eric ? Est-ce que tu peux libérer une place au déchocage, s'il te plaît ? Le SMUR nous envoie un défenestré. Un jeune homme a sauté par la fenêtre. Le SAMU a envoyé le SMUR auprès de ce patient. Un médecin est arrivé sur place. Je vais aller informer l'équipe qu'on va le recevoir, mais l'équipe n'a pas besoin de moi. Tout est organisé. Si ce patient a besoin d'être transfusé en urgence, la banque du sang est déjà au courant, peut-être même d'ailleurs que le sang est déjà dans la salle d'accueil des urgences vitales. Le réanimateur qui va essayer de stabiliser ce patient, il est déjà là, en contact avec le médecin du SMUR pour savoir ce qu'il va falloir faire dès qu'il va arriver. L'équipe paramédicale est en train de préparer le matériel pour que dans l'instant, on arrive à traiter ce patient.
et à le stabiliser. Le scanner est au courant qu'un patient gravissime va arriver et que dès qu'il sera stabilisé, il va devoir libérer une place pour pouvoir faire le bilan des lésions. Le bloc opératoire, c'est que un patient grave va arriver et que dès que le bilan des lésions va être fait, il devra libérer une salle avec une équipe opérationnelle pour pouvoir opérer en extrême urgence ce patient. L'opérer de quoi d'ailleurs? Le neurochirurgien aura peut-être à faire quelque chose parce qu'il a un traumatisme crânien grave. Le neurochirurgien est déjà au courant. Il va descendre dans l'immédiat. Le chirurgien viscéral est au courant. Le chirurgien thoraco-vasculaire est au courant. Toute une chaîne humaine de patients, de personnes passionnées va être organisée au quart de seconde pour essayer de sauver la vie de ce jeune homme qui a sauté par la fenêtre. Allô Eric? Est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Le petit garçon du 8, c'est terminé, il faut qu'on aille voir les parents. Je vais me concentrer. On va aller avec le réanimateur dans le salon des mauvaises nouvelles. Faire basculer la vie d'une famille dans l'horreur. Leur petit garçon de 8 ans vient de mourir. Je vais sortir de mon bureau, Monsieur Durand voudra aller aux toilettes, je ferai celui qui ne l'entend pas. Je vais aller chercher le réanimateur. Et on va aller dans ce salon annoncer à ses parents la mort de ce petit garçon. La mère va se mettre à hurler qu'elle ne peut pas vivre sans son fils, qu'il faut absolument le lui rendre. Le père va répéter tout le temps la même question. Comment est-ce que je vais faire pour annoncer ça à ma fille aînée? Le réanimateur va quitter le salon les larmes aux yeux et je vais rester 1 heure ou plus avec cette famille. Je vais les accompagner auprès du corps de leur enfant. Je vais essayer de les aider à supporter l'insupportable. Je vais les accompagner au secteur mortuaire, où ils auront à prendre la décision de qu'est-ce qu'ils font du corps de leur enfant après. Monsieur le directeur, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les députés, votre rentabilité, nous n'en avons que faire. Nous ne sommes pas là pour rechercher du profit et faire des économies. Nous sommes là pour soigner les gens. Je suis sûr que vous vous posez cette question. Toute cette chaîne humaine de gens passionnés pour sauver la vie de ce jeune homme qui a sauté par la fenêtre, est-ce que ça ne coûte pas trop cher? Est-ce que c'est bien rentable? Monsieur le directeur, cette heure que je viens de passer auprès de cette famille à essayer de supporter l'insupportable, est-ce que ça sera valorisé lors du bilan financier de mon unité fonctionnelle dont vous allez venir nous rebattre les oreilles tous les ans? Ne me dites pas que c'est parce que vous gérez l'hôpital de manière rigoureuse comme une entreprise qu'il survit. Nous savons, vous et moi, que c'est faux. Que si l'État n'avait pas comme obsession de piquer l'argent de la sécurité sociale pour le donner à des actionnaires, on pourrait remplir notre mission correctement. La recherche de rentabilité tue l'hôpital, donc tue des gens. Je ne m'énerve pas, maman, j'explique aux gens. Où est-ce que j'en étais, moi, d'ailleurs? Ah oui, asphyxier la sécurité sociale,
asphyxier l'hôpital en augmentant ses dépenses avec les emprunts, limiter ses recettes avec l'ONDAM, déséquilibrer la concurrence. Il ne reste plus qu'à faire accepter les choses. Comment ils vont s'y prendre pour faire accepter les choses? Ils vont surfer sur l'idéologie libérale instillée dans chacun de nos esprits. Je parle à un médecin des urgences. Il me dit, on est complètement débordé, on n'y arrive plus, il faut faire quelque chose, révolution. Je dis, mets-toi en grève. Ah non, on ne peut pas, le chef de service n'est pas d'accord. Je dis, ok, tu me dis que tu ne te mets pas en grève parce que le patron ne veut pas. Moi, je pense qu'il y a une autre raison. C'était juste après les élections où Sarkozy a été... Enfin, où il y avait Sarkozy, là. Et du coup, je dis à ce médecin, je pense que tu ne te mets pas en grève parce que tu es en contradiction avec le bulletin de vote que tu as mis dans l'urne la semaine dernière. Et là, il me répond un truc incroyable. Il me répond, ça n'a rien à voir, c'est de la politique. Ce mec est inconscient que le bulletin de vote qu'il met dans l'urne ou pas n'a aucune conséquence directe sur sa vie professionnelle et sur sa vie privée. Combien on est à penser ça? Macron se promène dans un hôpital pour expliquer qu'il s'occupe de tout. Un neurologue l'interpelle et lui dit « Quand il y a eu le feu à Notre-Dame, vous avez tout mis en œuvre pour réparer Notre-Dame très vite. Il faut faire pareil avec l'hôpital, Monsieur le Président. Il y a le feu à l'hôpital. Il faut faire quelque chose. » Macron l'enfume pendant 2 minutes, sans jeu de mots, enfin il y en a un quand même, et dit je dis au neurologue, je sais que je peux vous faire confiance. Et là, le neurologue lui répond, oui, vous pouvez me faire confiance, mais moi, par contre, je suis pas sûr que je peux vous faire confiance. En résistance, neurologue. Je l'entends parler le lendemain sur un plateau télé. Il dit, la fermeture de lits nuit à l'activité de l'hôpital. Vous voyez comment dans la tête de ce gars qui résiste, l'exploitation de l'hôpital de manière industrielle, elle est là. Parce que, en fait, la fermeture de lit, c'est pas à l'activité de l'hôpital que ça nuit, c'est aux patients qui sont dehors et qui ne peuvent pas rentrer. La gestion de l'hôpital comme une industrie, ça fait perdre de vue le patient. Donc, pour faire accepter les choses, ils vont cultiver la discorde. Je ne sais plus qui disait, c'est pareil pour me régner. Cultiver la discorde, alors c'est pas dur. Pourquoi? Parce que le milieu soignant est un milieu assez dissolu. Les urgences et les étages. Oui, les étages, ils exagèrent, il n'y a que le programmé qui compte, ils nous cachent des lits. Les étages et les urgences. Oui, les urgences, ils exagèrent, il n'y a que le non programmé qui compte, ils veulent toujours nous prendre nos lits réservés. L'hôpital et la médecine de ville. Oui, les médecins de ville, ils exagèrent, ils jouent plus le jeu, ils s'occupent plus des patients. En même temps, il y en a moins. Hein. 6 millions de Français ont plus de médecins traitants. Les syndicats. Dans l'hôpital où je travaillais en dernier, FO, CGT, ils me demandent d'afficher un mot d'ordre de grève pour les mêmes revendications à 48 heures d'intervalle. Ils n'ont pas été capables de se mettre d'accord sur une seule et même date. Alors les cavaliers, on a l'habitude de dire que quand le foin manque, les chevaux se battent. Moi je dis à tous ces gens, tant que vous vous disputez entre vous, les directions et le gouvernement dorment sur leurs 2 oreilles. Il y a un truc terrible qui pourrait arriver au gouvernement. C'est que tous les soignants se fédèrent et se retournent contre lui. Ce qui sera encore plus terrible, c'est que la population prenne fait et cause pour eux. Et quand je dis prendre fait et cause pour eux, je ne parle pas d'applaudir à 20 heures. Hein. Parce que s'il y a eu un truc inutile, j'exagère, hein, c'était pas inutile du tout. Hein.
ça a fait penser aux gens qu'ils ont fait quelque chose pour les soignants. C'est fou. Alors par contre, la population descendrait dans la rue avec les soignants, là, on pourrait sauver l'hôpital public. Donc, ils vont cultiver la discorde. Et puis, pour faire accepter les choses, il y a un truc super important. Le truc, la communication. On a 80 patients dans le service des urgences pour 16 places. Et du coup, il y en a un qui a une idée de génie, il dit, on va monter des tentes dehors, des hôpitaux de campagne, pour pouvoir y mettre les malades, parce qu'il faut bien les recevoir quand même, les malades. On ne peut pas les laisser dehors. Voilà. Et donc on fait ça. L'équipe des urgences se révolte, dit, c'est plus possible, c'est la catastrophe, cette fois-ci, ça dépasse toutes les bornes et tout. Ils appellent le journal du coin. Le journaliste vient, il interviewe l'équipe, et l'équipe dit, oui, sécurité des malades, danger de mort et tout. Puis il interviewe le directeur. Le directeur. L'hôtellerie laisse à désirer, mais la prise en charge médico-soignante aux urgences reste de qualité. Le mec n'a pas honte. Il y a 80 patients. Vous êtes au milieu de ça. La cour des miracles, les patients pas changés, les retards de prise en charge, les erreurs de diagnostic, les morts inexpliquées. La prise en charge médico-soignante est de qualité. Notre ministre de la Santé, François Braun, il faut arrêter de dire que les services des urgences sont fermés. Ça fait peur aux gens. Il faut dire des services à activité régulée. Je vous le fais. Vous avez glissé, vous avez fracturé votre poignet, vous avez super mal. Vous allez dans un service fermé. La porte ne s'ouvre pas. Dessus, il y a écrit « Rendez-vous à l'hôpital le plus proche ». Alors, l'hôpital auquel je pense, l'hôpital le plus proche, c'est 45 minutes de route. Vous avez glissé, vous avez fracturé votre poignet. Vous arrivez dans un service des urgences à activité régulée. La porte ne s'ouvre pas. Il y a marqué « Rendez-vous à l'hôpital le plus proche, 45 minutes de route ». Vous voyez la différence? Vous ne voyez pas la différence? Alors en fait, il y en a une de différence. Si vous avez le poignet cassé, vous ne voyez pas la différence. Par contre, si vous n'avez pas le poignet cassé et que vous êtes chez vous, là vous croyez qu'il y a une différence. Un service des urgences fermé ou un service des urgences à activité régulée, ce n'est pas la même chose. C'est qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe et qui régule. Et donc vous allez peut-être avoir une autre solution. Voilà, c'est ça l'idée. Je ne résiste pas à l'envie de vous lire une communication d'un de nos hommes politiques. Concentrez-vous, c'est important. La santé gratuite, sans condition de revenus, de parcours ou de profession, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe, c'était juste après le Covid. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Discours de gauche, on est d'accord, hein? En dehors des lois du marché, que ça soigne tout le monde, Macron. Quel manipulateur celui-là. Mais si Macron, hein, vous savez, le gars du « en même temps », il est capable de tenir un discours de gauche, là c'est de 2020, et en même temps de fermer 5700 lits dans l'année. Le record de toutes les 20 dernières années. Alors quand je dis Macron,
Vous savez, alors c'est lui qui a parlé là, mais quand je dis qu'il ferme des lits, c'est pas exactement ça. Il n'est pas tout seul, il a des complices. Hein. Ah bah oui, il y a les ministres, les députés, l'ARS, tous ces gens-là sont d'accord pour qu'on diminue l'offre en soins. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une dégradation des conditions de travail. Les lits fermés, les gens qui travaillent en dehors de leurs valeurs, vous ne pouvez plus recevoir les patients de l'extérieur, il y a des retards de prise en charge, des examens complémentaires, vous avez le cancer, vous avez peur d'avoir le cancer, vous avez besoin d'une coloscopie en urgence, vous l'aurez dans 3 mois. Émilie est infirmière en chirurgie. Elle a 14 patients sous sa responsabilité cet après-midi-là. Elle a commencé son poste à 13h30, elle finira à 21h30. Pour s'occuper de ces 14 patients, elle a avec elle 2 aides-soignants ou aides-soignantes. Sur ces 14 patients, 4 sont là depuis plusieurs jours et ils ont encore besoin d'être hospitalisés après leur intervention. 5 d'entre eux vont sortir ou sont sortis en fin de matinée et ils seront remplacés par des gens qui vont venir de l'extérieur. 4 et 1 patient des urgences. Les 5 autres sont au bloc opératoire et ils vont revenir petit à petit dans la journée. Les patients qui viennent des admissions, Émilie et les aides-soignants vont devoir leur faire un dossier. Quelles sont leurs habitudes de vie, comment ils s'appellent, est-ce qu'ils sont allergiques à quelque chose, est-ce qu'ils ont bien eu tous les bilans complémentaires qu'il faut, de quel côté, de quoi ils vont être opérés et de quel côté. Enfin, voilà, et elle va devoir sécuriser le dossier sur les 5 entrées. Le patient des urgences, pareil. Les 5 malades qui sont au bloc opératoire et qui vont revenir, il va falloir qu'elle surveille leur pouls, leur tension, leur température, leurs paramètres vitaux. Est-ce qu'ils ont bien supporté l'intervention? Est-ce qu'ils ont bien supporté et est-ce que ça va bien après l'anesthésie générale? Elle a la vie de ces gens dans ses mains. Et puis les patients qui sont là depuis plusieurs jours, elle a encore des soins à leur donner. Émilie, infirmière en chirurgie, j'écoute. Ah non, madame, je suis désolée, votre mari n'est pas encore rentré du bloc. Rappelez dans 1 heure. Émilie, infirmière en chirurgie, j'écoute. Les urgences, ah non, tu ne peux pas faire monter le malade, le ménage n'est pas fait. Pourquoi le ménage n'est pas fait? Eh bien parce qu'avant, il y avait un ASH, agent de service hospitalier, qui faisait le ménage. Et Émilie, elle aurait pu lui taper sur l'épaule en lui disant « Dis donc, tu peux commencer par le 15 parce que les urgences attendent pour monter le malade et puis il faut leur libérer la place. » Mais là, elle ne peut plus le faire parce que Capgemini est passé par là et ils ont gagné des postes d'ASH. Et donc, Émilie, elle a perdu son ASH. Il est maintenant dans une équipe centralisée qui va attendre que toutes les chambres soient libres pour venir faire le ménage. Émilie, infirmière en chirurgie, bonjour. Oui, le bloc opératoire. Oui, écoute, eh ben, tu peux le ramener. Oui, il n'y a pas de souci. Émilie, infirmière en chirurgie, j'écoute. Oui, les admissions. Écoute, non, la chambre n'est pas encore prête, mais écoute, tu mets le malade, tu fais monter le malade, on va le mettre dans une salle d'attente, il va attendre qu'on arrive. Émilie, infirmière en chirurgie, j'écoute. La pharmacie, oui, ma collègue du matin a oublié de venir chercher les stupéfiants. Pas de souci, je viendrai les chercher dans l'après-midi dès que j'aurai le temps. Une aide-soignante l'appelle. Le malade qui est revenu du bloc tout à l'heure a besoin d'être changé. Il faut qu'elle aille le retourner, l'aider pour le retourner. L'autre aide-soignante l'appelle. Il y a du sang dans le drain d'un des patients qui est revenu hier du bloc opératoire. Elle va aller le voir. Il faut qu'elle appelle l'interne. L'interne, oui, j'en étais sûr. Bon, il va falloir le transfuser. Le patient va devoir recevoir du sang. Allô, Émilie, oui, les urgences, non. Eh bien, écoute, j'ai déjà dit 2 fois que je ne pouvais pas prendre de malade. Puis maintenant, en plus, je vais avoir une transfusion, je ne vais pas avoir le temps de le prendre. Émilie, infirmière en chirurgie, bonjour, non, monsieur. Votre épouse n'est pas revenue du bloc opératoire. Rappelez dans 1 heure. Émilie, infirmière en chirurgie, bonjour. Oui, il est revenu, mais écoutez, je suis désolé, j'ai pas encore eu le temps d'aller le voir. Il faut que le sang arrive. Il faut qu'Émilie se concentre 5 minutes parce qu'elle doit vérifier que le groupe sanguin est exactement, Émilie, infirmière en chirurgie, bonjour. Non, monsieur, je n'ai toujours pas eu le temps d'aller voir votre épouse, excusez-moi, rappelez dans 1 heure et demie que le sang correspond bien à
au groupe sanguin du patient pour qu'il ne fasse pas un accident transfusionnel. Et puis quand elle va avoir posé ce sang, elle va devoir rester 15 minutes auprès du patient pour être sûre qu'il supporte bien le début de la transfusion. Émilie, infirmière en chirurgie, bonjour. Ah non, les urgences, écoute, ça suffit, je t'appellerai tout à l'heure, je n'ai pas le temps, j'ai une transfusion. Ah, elle a oublié l'antibiotique du malade du vin. Elle court vite préparer l'antibiotique en question, elle va au vin pour le poser. Oh non, la perfusion est passée 2 fois plus vite que prévu. Encore ce maudit perfuseur qui s'est déréglé tout seul. Émilie va finir son poste à 21h30, épuisée. Elle est contente parce que demain, elle a demandé à Corinne de venir la remplacer. Parce qu'on est mercredi. Mercredi dernier, elle a dû revenir sur son jour de repos pour remplacer une collègue malade. Le week-end, elle a travaillé. Donc c'est ses parents qui ont gardé son fils et l'ont emmené à la mer. Et puis la semaine prochaine, elle sera de nuit. Et donc demain, Corinne a accepté de venir la remplacer. Elle pourra aller jeter des croissants et prendre le petit déjeuner au lit avec son fils comme il adore faire ça. Elle quitte son poste. Elle monte dans sa voiture, elle allume la radio. Macron dit que les 35 heures, il n'y a plus qu'à l'hôpital qu'elles sont en vigueur et qu'il va falloir remettre ça en cause parce que c'est à cause de ça que l'hôpital est désorganisé. Émilie va rentrer chez elle, elle va récupérer son fils. Chez la gardienne, elle va le coucher et puis elle va se coucher. Elle éteint la lumière. Est-ce qu'elle a rangé la morphine ? Elle se revoit aller chercher la morphine à la pharmacie, la poser sur la paillasse, mais elle ne se revoit pas la mettre dans le coffre-fort. Elle envoie un SMS à sa collègue de nuit qui lui répond immédiatement « Oui, tu as bien rangé la morphine dans le coffre-fort. » Elle éteint la lumière. Est-ce qu'elle a bien rempli le dossier transfusionnel du monsieur qu'elle a transfusé ? Elle finit par s'endormir. Le téléphone sonne, il est 5 heures du matin. La cadre de nuit l'appelle, il faut qu'elle vienne travailler parce que Corinne est malade et donc ne peut pas la remplacer. Émilie va accepter. Pourquoi elle va accepter ? Parce que c'est comme ça. Elle est infirmière, elle travaille à l'hôpital, elle ne peut pas laisser l'hôpital comme ça. Et puis si elle ne va pas travailler, sa collègue de nuit va devoir continuer son poste. Elle va appeler sa mère qui va venir garder son fils. Elle va monter dans sa voiture, elle va allumer la radio. Un ministre de Macron dit que les 35 heures, il n'y a plus qu'à l'hôpital qu'elles sont en vigueur et qu'il va falloir remettre ça en cause parce que c'est à cause de ça que l'hôpital est désorganisé. Émilie va aller tenir son poste. En fin de matinée, elle va croiser sa cadre qui va la remercier d'être revenue travailler sur son repos pour remplacer Corinne. Et puis pendant qu'elle la tient, elle va lui demander si elle ne peut pas rester 1 heure ou 2 après l'heure de la débauche pour participer à un groupe de travail sur la qualité de vie au travail. Parce que la certification approche et que la certification, ils sont très attachés au fait que ça soit une démarche participative. C'est-à-dire que le personnel, il soit partie prenante et qu'on l'écoute sur ce qu'on pourrait faire pour qu'il ait une qualité de vie au travail. Émilie va refuser parce que ça suffit maintenant. Elle veut voir son fils. À son entretien annuel d'évaluation, Émilie a toutes les chances pour que sa cadre, pressée par la direction, lui mette comme objectif qu'elle participe à ce groupe de travail sur la qualité de vie au travail. Si cet objectif l'année prochaine n'est pas atteint, c'est-à-dire si elle n'a pas participé à ce groupe de travail, sa prime de service sera impactée. En langage managérial, impactée, ça veut dire diminuer. Émilie va quitter son poste. Elle monte dans sa voiture, elle allume la radio. Un député de Macron dit que les 35 heures, elle arrête la radio. Elle n'a pas fait infirmière pour ça. Elle, ce qu'elle voulait, c'était soigner les gens. Les aider dans cette période difficile de leur vie. Faire preuve d'empathie, leur parler. Elle n'a pas fait infirmière pour travailler à la chaîne.
Pour la première fois, Émilie va se demander qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre. Allô Eric ? Est-ce que tu peux venir au 10, s'il te plaît ? Il y a un décès. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas. On l'a trouvée morte. Il y a eu un décès au box numéro 10, et le problème, c'est qu'il faut sortir le corps au milieu du couloir bondé de monde. Un peu comme si je devais sortir un brancard, là, vous imaginez, un brancard avec un corps mort dessus. Je dois le passer au milieu de vous. Bon, là, vous êtes en train de regarder une conférence gesticulaire, vous vous dites, est-ce qu'il y aura un pot de l'amitié à la fin ? Quand vous êtes dans un service d'urgence et que vous attendez vos résultats de scanner parce que vous avez peur d'avoir le cancer, vous avez un rapport à la mort très légèrement différent. Eh bien, comment on a fait ? On a déguisé la dame en vivante. On a descendu le drap là, on a remonté légèrement le brancard pour qu'elle ne soit pas allongée complètement. On lui a mis un masque à oxygène, un obus là qui a gonflé un ballon en dessous, et on l'a sorti au milieu des gens en espérant que personne ne se rende compte qu'elle ne respirait plus. Et le pire, c'est qu'on a été super fiers d'avoir trouvé une solution. Vous vous rendez compte ? Dans quelles conditions de travail on finit par nous faire travailler. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça marche. 30% des étudiants qui rentrent dans une école d'infirmiers arrêtent avant les 3 ans. 10% d'entre eux ne sont pas reçus au diplôme d'État. 30% des infirmiers et infirmières arrêtent, qui sont diplômés, arrêtent dans les 5 premières années de leur exercice. Mais c'est super. Pourquoi c'est super ? Parce que l'État, il dit, ben nous, c'est pas de notre faute. Hein. On voudrait bien rouvrir des lits, mais on n'a plus d'infirmiers, plus d'aides-soignants, plus de médecins. Comment vous voulez qu'on fasse ? On ne peut pas. C'est pas de notre faute. Hein. Et donc, qu'est-ce que ça donne ça ? Eh bien, ça donne dégradation des conditions d'hospitalisation. Comme il n'y a plus de personnel, que les lits sont fermés, les urgences sont encombrées, complètement encombrées, les hôpitaux ne peuvent plus remplir leur mission. Vous avez besoin d'une coloscopie, comme je disais tout à l'heure, vous allez attendre 3 mois pour l'avoir. Vous allez avoir besoin d'une IRM, vous allez attendre 6 mois pour l'avoir. Et puis, les malades dans les urgences vont mourir. À Grenoble, ils ont retrouvé une patiente de 47 ans, morte sur les toilettes. Elle attendait une place en psychiatrie depuis 2 jours. L'équipe des urgences de Grenoble est en grève illimitée depuis 6 mois, tout le monde s'en fout. Parce que comme il y a un service minimum, et que le personnel, de toute façon, il est au minimum, qu'il soit en grève ou pas, les soins se font quand même. Alors, les équipes de Grenoble, ils ont appelé le procureur de la République. Le procureur de la République a dit « Carence service public, c'est pas judiciarisable. » Non, moi je ferai rien. 150 morts inexpliquées au mois de décembre 2022 sur toute la France dans des services d'urgence faute de soins. Et encore, ça n'est que ce qui a été déclaré. Ok ? Donc, dégradation des conditions d'hospitalisation. Comment, maman ? Si c'était privé tout, ça serait peut-être pas plus mal. Comment ça serait si c'était privé ? Plus d'hôpital public, plus de sécu. Assurance, il n'y a plus que ça, bonjour. Si vous appelez pour un sinistre avec votre véhicule, tapez 1. Si vous appelez pour un sinistre avec votre habitation, tapez 2. Si vous appelez pour un problème de santé, tapez 3.
tic. Si vous appelez pour un problème de santé pouvant être géré par la médecine de ville, tapez 1. Si vous appelez pour un problème de santé nécessitant une hospitalisation, tapez 2. Si vous appelez pour joindre les pompes funèbres, tapez 3. 2. Boléro de Ravel. Assurance, il n'y a plus que ça, bonjour. Quentin, à votre service. Madame Durand, votre fils de 18 ans a fait un accident vasculaire cérébral. Calmez-vous, Madame Durand. Nous avons bien l'habitude de ce genre de situation. J'ouvre votre dossier, j'ouvre son dossier médical. Je vois, Madame Durand, que vous bénéficiez de notre contrat Gold depuis 3 ans. C'est bien, Madame Durand. Ah, malheureusement, Madame Durand, votre fils a fait un accident vasculaire cérébral hémorragique. Le contrat Gold ne le prend pas en charge. Il aurait fait un accident vasculaire cérébral ischémique. Alors là, il n'y avait pas de problème, mais là, vraiment, je ne vais rien pouvoir faire pour vous. Il aurait fallu que vous ayez l'option Gold Plus. Beaucoup plus onéreuse, c'est vrai, mais qui protège beaucoup mieux. Comment vous allez faire pour faire soigner votre fils? Mais je ne sais pas, Madame Durand. Ah, ben si, j'ai une bonne nouvelle. Vous êtes propriétaire de votre maison. Il faut l'hypothéquer. Ça va vous donner de l'argent, puis après, vous pourrez rembourser les soins sur plusieurs années. Nous avons un service qui s'occupe de ça. Si vous voulez, je vous le passe. Vous préférez réfléchir? Je vous laisse réfléchir, Madame Durand, nous sommes à votre disposition. Est-ce que vous êtes prêt à expliquer à votre enfant ou à votre conjoint qu'il va peut-être rester handicapé toute sa vie, ou peut-être même mourir, parce que vous n'avez pas eu les moyens de vous payer le contrat Gold Plus. Ok. Alors, il y a bien eu des résistances. À l'hôpital de Limoges, par exemple, il y a 100 médecins sur les 500 qui sont employés dans cet hôpital qui ont boycotté la certification. Ils les ont virés. Ils ont dit « on ne veut pas de vous ». Parce que qu'est-ce que c'est la certification? Un outil assez intéressant, la certification. Il y a un des médecins de Limoges qui a dit « le bateau coule et on vient nous demander si la vaisselle est bien faite ». C'est exactement ça. Je vous le fais rapide. L'HAS, Haute Autorité de Santé, déplace tous les 4 ans des experts visiteurs qui viennent, qui sont des soignants en exercice, qui viennent vérifier que tout va bien. Et donc, ils viennent nous parler bientraitance, bienveillance, humanité, empathie, choix du patient dans son projet de vie ou de soins. Un petit critère comme ça, dans les urgences, le patient bénéficie du respect de son intimité et de sa dignité. Ben ouais, il est au milieu de 60 autres patients, Monsieur Durand est en train d'uriner devant tout le monde, la jeune femme dit que, ben ouais, c'est plutôt mou, c'est sel. Je ne vois pas où est le problème d'intimité et de dignité. Dis donc Eric, il faudrait que je te parle parce que là, voilà, on est en train de faire la certification, puis j'ai vu un truc super grave. Ah bon? Oui, le brancardier, dans l'ascenseur, il a monté un malade, puis il y avait 2 autres personnes dans l'ascenseur, puis il a posé le dossier du mauvais côté. C'est-à-dire qu'au lieu de poser comme ça, puis qu'on ne puisse pas lire le nom, il a posé comme ça et on peut lire le nom. Je rêve là. Le gars, il y a 60 patients dans le couloir. Si ça se trouve, le monsieur de l'ascenseur, il a vu son voisin ou sa voisine là-bas à l'autre bout du couloir. Et l'autre, il vient me prendre la tête parce que on n'a pas respecté l'intimité du patient. Dans l'hôpital où je travaillais dernièrement, on a eu la visite de certification. Alors la visite de certification, c'est 3 axes cette année. Le patient, est-ce qu'il est pris en charge avec sécurité? Les équipes, elles sont organisées correctement et tout ça, puis comment elles vivent le truc. Et puis l'établissement.
Du coup, on a eu sur le patient, sécurité, prise en charge des patients et tout, très bonne note. Sur les équipes, organisation et tout, bonne note. Établissement, moins bonne note. Pourquoi? Parce que la démarche qualité, l'établissement n'est pas assez engagé dans la démarche qualité. Et là, vraiment, c'est grave, quoi. Et donc, les experts visiteurs partent en disant, écoutez là, vous avez une super note dans les patients et tout, je pense qu'il n'y aura pas de souci. 6 mois plus tard, l'ARS, non, vous ne serez pas certifié. Alors nous, ah bon, mais vous allez revenir alors pour voir si on a fait des progrès sur la démarche qualité? Ah non, non, on va tout recommencer. Hein. On va refaire une visite complète. Là, ça coûte pas cher. Hein. Là, il n'y a pas de souci, on peut mettre des sous, là, il n'y a pas de souci. Alors, la certification, ça vous fait rire, mais ça nous met une pression de dingue. Pourquoi? Parce qu'un service qui n'est pas certifié, il n'a plus le droit d'exercer. Vous voyez le truc? Hein. Dans le petit hôpital où je travaillais, si l'ARS elle a envie de fermer le service de cardiologie, il y a une seule solution, mais elle est super facile, elle ne le certifie pas. Et du coup, peu importe les conséquences hein, sur les patients, hein, parce qu'il est super actif ce service de cardiologie, hein, pour les gens qui sont à côté. Si elle veut le fermer, eh bien, elle le fermera. Pour dresser un cheval, je dois instaurer un rapport de domination. Pour instaurer ce rapport de domination, j'ai 2 solutions. La brutalité, mais je risque d'avoir un cheval qui se rebelle violemment. Et puis, il ne sera jamais assez détendu pour retrouver, sous le cavalier, ses allures naturelles, puisque c'est le but du dressage. J'ai une deuxième solution. L'obstination minutieuse et patiente. J'ai 6 ans, entre ses 3 ans et ses 9 ans, pour le monter sur son dos chaque jour et le convaincre qu'il n'a pas d'autre alternative. Essayez de trouver qu'il trouve du confort dans l'obéissance et le convaincre que je suis son ami et que on va pouvoir danser ensemble. À BFM, ils disent que l'hôpital est au bord de l'explosion, mais ce n'est pas vrai. L'hôpital n'explosera pas. Pourquoi? Parce que les soignants ont jeté l'éponge. Ils ne défendent plus l'hôpital public. Si la population ne vient pas au secours de l'hôpital public très rapidement, il va mourir. Il va mourir sans exploser parce que voilà ce qu'ils font. Ils sont en train de le dissoudre avec une obstination minutieuse et patiente, sans que tous ceux qui n'ont pas été en contact avec l'hôpital ne le sachent, et sans que tous ceux qui ont été en contact avec l'hôpital aient l'impression qu'il y a un autre choix. On nous a convaincus qu'il n'y avait pas d'autre solution. Ça n'est pas vrai. Bon, c'est pas tout ça, Monsieur Durand. J'ai une bonne nouvelle. Vous allez être hospitalisé. Arrêtez de râler, Monsieur Durand, je vous promets, c'est une bonne nouvelle. Comment, maman? Toi aussi, tu as une bonne nouvelle? Tu as arrêté BFM? Tu trouves que CNews, c'est plus sérieux? Faut vraiment que j'y aille, maman. Hein. Bonsoir. Tu vas pas nous faire la fin? C'est quoi? Sur le crowbar. Hein? Sur le crowbar. Ah merde! Putain, j'ai oublié. Thierry me fait remarquer que j'ai oublié la fin, un truc de la fin. Oui. Je peux? Ah oui, puis j'ai oublié le BCG aussi. L'État et moi,
nous n'avons pas la même vue des choses. L'État trouve que tout cet argent qui ne part pas dans la poche d'actionnaires, c'est beaucoup trop. Et il va essayer de grignoter de plus en plus cet argent du pot commun. Et moi, je trouve que tout cet argent qui part directement dans la poche des actionnaires, c'est beaucoup trop. Avec la sécurité sociale, on cotise selon ses moyens et on reçoit selon ses besoins. Avec les assurances privées, on cotisera selon nos moyens, mais on recevra selon nos moyens. Croyez-moi, ça change tout. Est-ce que vous êtes prêt à annoncer à votre conjoint ou à votre enfant qu'il va peut-être rester handicapé toute sa vie ou peut-être mourir parce que vous n'avez pas eu les moyens de vous payer le contrat Gold Plus? Je vous sens dubitatif. On va quand même pas laisser mourir des gens pour des raisons financières. Le BCG, ça vous dit quelque chose? Vaccin contre la tuberculose. Le vaccin contre la tuberculose n'est plus obligatoire. Donc, la demande de ce vaccin a beaucoup diminué. Le laboratoire Sanofi qui le produisait a décidé que ça n'était plus rentable et a donc arrêté sa production. Le BCG est actuellement produit par un laboratoire, tout petit laboratoire en Allemagne, dans de très petites quantités. Le problème avec le BCG, c'est qu'il est très efficace sur le traitement du cancer de la vessie. On injecte du BCG dans la vessie de quelqu'un qui a le cancer et très souvent, ça guérit ce cancer. Comme le laboratoire qui le produit en petite quantité, eh bien, les quantités ne sont pas suffisantes pour traiter tous les cancers qui pourraient être traités par le BCG. Et donc, il y a des urologues qui amputent des personnes de leur vessie et qui mettent une poche sur leur abdomen dans laquelle ira leur urine parce qu'ils ne peuvent pas injecter de BCG parce qu'il n'y en a pas assez de produits. Alors, Marisol Touraine, ancienne ministre de la Santé, a été interpellée à ce propos et elle explique que, malheureusement, on ne peut pas contraindre une entreprise privée à faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. Comment, maman? Le métier des laboratoires pharmaceutiques, c'est de produire des médicaments pour sauver la vie des gens. Mais pas du tout. Le métier des laboratoires pharmaceutiques, c'est de gagner de l'argent. Une employée du laboratoire Sanofi qui a démissionné explique que tous les moyens sont bons pour gagner de l'argent parce que les actionnaires étaient très contents quand il y a quelque temps, ils faisaient 10% de bénéfices sur la production d'un médicament. Et puis ils ont mis la pression au laboratoire pour que ce soit 15%, puis 20%, puis 25%. Et donc, ils créent des pénuries fictives de façon à mettre les États qui achètent les médicaments en concurrence et ils vendent les médicaments au plus offrant de façon à ce que de plus en plus d'argent aille dans la poche de leurs actionnaires. Ils demandent des augmentations de médicaments qui vont de 100, 200, 300, voire 1000%. Et donc, il y a une grande partie de notre pot commun qui va directement dans la poche des actionnaires des laboratoires pharmaceutiques. Pour dresser un cheval, je dois établir un rapport de domination. Pour faire ça, j'ai deux solutions. La brutalité,
mais je vais avoir un cheval qui va peut-être se rebeller violemment et qui de toute façon ne sera jamais assez coopérant pour retrouver les attitudes naturelles sous un cavalier, ce qui est le but du dressage. Mais j'ai une deuxième solution, c'est l'obstination minutieuse et patiente. Pour dresser un cheval, j'ai 6 ans, entre ses 3 ans et ses 9 ans, où il est dans la force de l'âge. 6 ans pour monter sur lui chaque jour et lui expliquer tranquillement et gentiment qu'il n'a pas d'autre alternative, que je suis son ami et qu'il peut devenir mon ami et trouver du confort dans l'obéissance. Donc, dans l'État et moi, nous ne sommes pas d'accord. Je trouve que cet argent qui sort de notre pot commun, c'est-à-dire notre argent que l'on prend tous les mois sur notre salaire pour cotiser, cet argent qui part directement dans les poches des actionnaires et qui donc ne sert pas à payer des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, rénover les hôpitaux, bref, à nous soigner, je trouve que cet argent c'est beaucoup trop. Et l'État, lui, il trouve que cet argent qui ne part pas directement dans la poche d'actionnaires, c'est beaucoup trop. Et il va essayer de continuer de prendre de l'argent dans notre pot commun pour continuer de le donner à des actionnaire. Alors, sur BFM, ils disent que l'hôpital est au bord de l'explosion. Non, l'hôpital ne va pas exploser. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de le dissoudre avec une obstination minutieuse et patiente, sans que vous vous en rendiez compte, jusqu'à ce que vous-même, vous trouviez que le système ne fonctionne plus et que vous demandiez à ce qu'il soit changé. Pour qu'une conférence gesticulée soit efficace, il faut qu'elle ait un objectif clairement exprimé. L'objectif de cette conférence est de vous mettre en colère après l'État qui est en train de tuer l'hôpital public et la sécurité sociale et de vous dire qu'il est grand temps de faire quelque chose.